La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, si je vous dis prévoyance, deuxième pilier, caisse de pension, je vous vois déjà blêmir. C'est vrai, un petit peu. Mais rassurez-vous, notre invité pourra tout nous expliquer, tout simplifier en tout cas. Il dirige les retraites populaires, il s'appelle Philippe Daufet, à la tête de ce grand acteur du canton de Vaud depuis 10 ans. Il va bientôt passer la main, alors on se réjouit de le rencontrer. Entré chez Retraite Populaire, en fait, en 1998, notre invité expliquait pourtant que sa vie et son parcours auraient pu être complètement différents. Bonjour Philippe Daufet. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va commencer par le commencement. Un grand-père restaurateur d'origine fribourgeoise. Vous avez grandi dans le canton de Vaud, si mes informations sont correctes. Où exactement ? Alors, essentiellement à Lausanne pour commencer, et ensuite dans la banlieue lausannoise. J'ai fait mes études en partie à Lausanne et à Morges. Des parents actifs dans la distribution alimentaire, quel type de poste occupait-il ? Mon père était responsable d'exploitation d'une société de grossistes en tabac, à l'époque où le tabac n'avait pas encore son côté négatif. Et votre maman ? Elle était mère au foyer. Quel genre d'enfant étiez-vous, Philippe Daufet ? Un enfant très, très actif qui aimait déjà le sport, les activités à l'extérieur. Pendant de nombreuses années, j'ai fait du scoutisme. Et dans ce cadre-là, j'ai terminé par être chef de la troupe Saint-André à Morges. Scoutisme, l'armée par la suite ? Pas d'armée. Je me suis fait réformer quasiment immédiatement de l'armée. Donc j'ai fait un jour de service militaire. Vous avez quel souvenir de cette journée, cette seule journée ? Une journée de savoir-faire. On parlera plus en détail du sport tout à l'heure. Vous en faites beaucoup, notamment des marathons, de la course à pied. Enfant, vous faisiez déjà de la course ou autre sport ? J'ai commencé la course à pied très, très jeune. Le sport de prédilection avec mes parents, avec ma famille, c'était principalement le ski l'hiver et le scoutisme l'été. Et la course à pied, je l'ai commencé par contre très tôt, à l'âge de 18 ans à peu près. Vous entrez ensuite à HEC Lausanne. Pourquoi HEC ? C'est un petit peu... J'étais le premier enfant qui faisait l'université dans la famille. Et de par les activités de mon père, j'ai toujours été intéressé par les activités commerciales, par les activités du monde économique. Donc, école de commerce, HEC, c'était un parcours assez tracé, si on peut dire. Un papa qui vous parlait de son travail ? Oui, qui me parlait de son travail, qui me proposait d'aller travailler pendant les vacances pour préparer les colis, pour faire les livraisons. Vous l'avez fait ? Assez rapidement dans la vie active, en travaillant l'été dans son commerce. 1980, vous entrez à HEC Lausanne pour une licence en gestion d'entreprise. Cette année-là, le 6 novembre, la face du monde s'apprête à changer au moment où une petite entreprise appelée Microsoft signe un accord secret pour fournir un système d'exploitation à IBM. L'aventure Microsoft, vous auriez pu y participer parce que quelques années plus tard, vous étiez à Seattle pour vos études et vous avez passé un entretien d'embauche même chez Microsoft. Quel était l'intitulé du poste ? Alors l'intitulé du poste, c'était le développement des affaires commerciales de Microsoft en Europe. Microsoft cherchait à envoyer quelques collaborateurs pour développer ses activités en Suisse et en Europe. Et de manière assez étrange, je n'ai pas saisi cette opportunité. J'avais une autre opportunité dans le monde bancaire en Suisse. Mais j'ai choisi... Vous prenez ? Pardon ? Et vous prenez ? Microsoft ? Oui. Probablement, oui. C'était en quelle année ? C'était en 88. Et vous vous rappelez un peu de la vision que vous aviez de Microsoft avant d'aller à cet entretien d'embauche ? C'était déjà très connu ? Bon. C'était l'émergence de l'informatique personnelle dans les années 88. Le premier produit de Microsoft, c'était le système d'exploitation, le DOS. Et il s'agissait finalement
que l'informatique personnelle se fasse une place dans le monde économique. D'ailleurs, le poste que j'avais choisi à l'époque, c'était à la Banque cantonale vaudoise pour implanter les premiers ordinateurs personnels. Donc c'était dans le même domaine d'activité, mais une activité plus locale. Qu'est-ce qui vous a fait renoncer aux États-Unis ou à une première expérience vraiment professionnelle aux États-Unis pour préférer le canton de Vaud? Moi, c'était finalement la première partie de cette activité était sur place aux États-Unis. Et c'est vrai qu'après 2 ans d'États-Unis, on avait envie de retourner en Suisse avec Qu'est-ce qui vous manquait? ma future épouse. Principalement les relations humaines. Je suis un homme qui apprécie les relations humaines basées sur le long terme, basées sur le vécu, sur l'intensité. C'était plus très, très superficiel. Aux États-Unis, c'était trop superficiel pour Absolument. vous. Il n'y a pas de regret de ne pas avoir persévéré? Non, parce que j'ai une magnifique carrière ici en Suisse. Donc, je ne serais certainement pas sur ce plateau si j'avais travaillé pour Microsoft. Philippe Daufet, c'est quand même à New York que vous participez à votre premier marathon, 1989. Depuis, vous en avez fait une trentaine, je crois. Vous les avez tous terminés? Non, j'ai 96%. Le plus difficile à boucler, c'était lequel? Le plus difficile à boucler, il y a des marathons alpins. C'est notamment les marathons qui comprennent un dénivelé. Par exemple, le marathon de la Jungfrau est un marathon difficile avec 2000 mètres de dénivelé. C'est vrai que les derniers kilomètres sont passablement pénibles. Dans les marathons plats, urbains, généralement, ça se passe assez bien. Qu'est-ce que vous apprenez sur vous-même dans des marathons difficiles, bien qu'ils soient tous quand même une épreuve à réaliser? Bon, le marathon est une épreuve d'endurance, c'est une épreuve de longue durée. Et c'est un trait de ma personnalité, aimer m'engager sur des activités de long terme qui se construisent. Et le marathon est un bel exemple de ce type d'activité. Et puis également, c'est souvent des belles aventures humaines, c'est des beaux échanges avec d'autres participants, notamment dans toutes les phases de préparation. Ce qui est beau dans le marathon, c'est aussi toute la période de préparation, d'entraînement qui se termine par la course. Mais généralement, pour un marathon, c'est en tout cas 3 mois de plan d'entraînement assez organisé. C'est un déclic à avoir. Le premier marathon de New York, c'était un pari avec vous-même, avec des amis. Comment ça s'est... Qu'est-ce qui a déclenché? Bon, dans les années 80, New York était déjà le marathon mythique, le plus beau marathon. On parlait du plus beau marathon autour du monde. Et ça a été une belle manière de lier à la fois des aspects touristiques et des aspects sportifs. Et la plupart des marathons que j'ai réalisés ensuite à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, c'est à la fois des occasions de voyage, de découverte et d'expériences sportives. Et le plus impressionnant reste New York, selon vous? New York reste un très beau marathon, un petit peu compliqué, parce que la logistique américaine est très lourde pour des raisons de sécurité. Pour moi, le marathon le plus fluide, le mieux organisé, c'est Berlin. Berlin. Qui est un marathon très rapide en plus. Pour quelle raison? Comment est-ce qu'on ressent si un marathon est bien organisé ou pas? Notamment, c'est tous les aspects logistiques, à savoir quel est le temps nécessaire pour la présentation des coureurs avant le départ effectif. New York, c'est un départ à 10 h le matin et les bus partent de Manhattan à 5 h le matin. Donc, il y a 5 heures d'organisation et de logistique dans tous les sens. Berlin, vous vous présentez 15 minutes avant le départ sur la ligne et vous partez. Et il y a à peu près le même nombre de coureurs. Pour faire un marathon, vous parlez à vous-même? Vous avez de la musique? Comment vous procédez? Alors non, c'est plus se parler à soi-même, c'est plus des exercices de visualisation, de se voir à l'arrivée et d'anticiper le déroulement de la course. C'est vrai pour le marathon. Et c'est encore plus vrai, j'ai fait plusieurs fois la patrouille des glaciers, et c'est encore plus vrai pour la patrouille des glaciers qui souvent se fait dans des conditions météo très,
très exigeante, très difficile. Donc là, l'aspect visualisation mentale est encore plus forte que pour un marathon. Votre prochain défi, quel sera-t-il ? Le prochain défi, c'est le marathon de Valence qui aura lieu peu avant Noël, début décembre, avec l'objectif de me qualifier pour le marathon de Boston. Le marathon de Boston, c'est le seul marathon au monde où on peut se qualifier grâce au temps. Il y a une sélection de l'ensemble des coureurs dans le monde. Tout autre sujet, votre engagement, ça a été un marathon, vous faisiez le parallèle avec votre carrière. Votre engagement auprès des retraites populaires prendra fin au 31 janvier 2024. Vous êtes donc sur la fin du marathon. Il y a 3 ans, vous déclariez dans les colonnes du Temps avoir pris conscience que vous n'étiez pas prêt pour la retraite, même pas du tout. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis parfaitement prêt parce que je ne prends pas une retraite, je fais une reconversion. Dans quoi ? Dans de nouvelles activités, puisque, comme j'aime à le dire, je fais partie d'une génération extraordinaire qui a eu beaucoup de chance dans sa carrière, qui arrive à la retraite en bonne santé, avec quelques moyens et l'envie de faire de nouveaux projets. Donc, des nouveaux projets dans le domaine du sport, notamment un projet de start-up dans le domaine de l'immobilier pour les personnes âgées et quelques mandats d'administrateurs. Vous serez donc très occupé, ça aura fait à peu près 25 ans, je crois, aux retraites populaires. Et le fait de connaître aussi longtemps à l'avance le départ, parce que là on enregistre, on est au mois de juin 2023 et vous quitterez l'organisation en fin janvier 2024. C'était important pour vous, ça vous aide à passer quand même à tourner cette page importante pour vous ? Bon, c'est une transition qui a été préparée de manière très organisée de longue date avec le conseil d'administration, et c'est vraiment une sortie sereine et organisée. Mon remplaçant, mon successeur a été nommé. C'est le directeur général adjoint actuel de Retraite Populaire, avec qui j'ai travaillé à peu près 25 ans, mais qui est plus jeune que moi, bien sûr. Eric Niederhauser. Et qui est Eric Niederhauser. Et dans ce cadre-là, ça permet vraiment de faire cette transition de manière ordonnée et sereine. C'est agréable pour les collaborateurs, pour mon équipe de direction, pour l'ensemble des parties prenantes. Dernière question avant de passer à la deuxième partie de cette émission. Vos projets personnels, la suite, vous préparez cela depuis combien de temps ? Je dirais depuis une bonne année, notamment pour préparer des mandats d'administrateur. Assurance vie et prévoyance professionnelle, surtout dans le canton de Vaud. Retraite populaire gère notamment la caisse de pension de l'État de Vaud. C'est une mutuelle, une institution de droit public, ça veut dire à but non lucratif. Et son directeur est nommé par le Conseil d'État. Philippe Daufet, ça va faire donc 10 ans de direction. Comment résumer 10 années ? C'était pas facile. Je me suis dit, j'allais prendre finalement 2 chiffres. C'est un monde de chiffres, la prévoyance. 2013, c'était à peu près 20 milliards de francs sous gestion. 2023, on est proche des 30 milliards, un petit peu moins de 29. 2013, c'était 119 000 assurés. Je vois sur votre dernier rapport annuel, on est à plus de 200 000 assurés. Est-ce que cette augmentation, ça résume finalement la marque que vous laisserez à Retraite Populaire ? En effet, ces chiffres d'augmentation sont très intéressants, montrent le succès de l'institution. Mais pour moi, le succès de l'institution Retraite Populaire, c'est surtout répondre aux attentes du canton. Retraite Populaire a été créée par le canton de Vaud, est au service du canton de Vaud pour offrir des solutions de prévoyance, pour réaliser des investissements qui font sens dans le canton de Vaud, et notamment des grands investissements réalisés
par exemple, le Vortex pour la caisse de pension de l'État de Vaud. Ça sont des éléments. Le Vortex, c'est ce centre qu'on a découvert pendant les Jeux Olympiques Voilà, de jeunesse. exactement. Ce On sont ces logements des d'étudiants logements. pour plus de 1000 étudiants sur le site université EPFL Donc c'est l'écosystème, c'est Lausanne. à la fois préparer les retraites, hein, évidemment des agents de l'État, mais aussi investir dans l'économie du canton. Exactement, c'est un cercle vertueux. C'est réinvestir une partie des moyens de la prévoyance professionnelle dans le canton de Vaud. Et j'ai eu la chance de participer à la réalisation de plusieurs projets emblématiques, que ce soit le Vortex, que ce soit l'hôtel des patients, que ce soit le développement de nombreux logements à loyer abordable dans le canton. Tous ces éléments sont des éléments importants en ce qui me concerne, tout aussi importants que l'augmentation de la masse sous gestion. Il est aussi question d'efficacité. Hein. Ce deuxième pilier doit être géré de manière adéquate. Et vous faites aussi des pas de côté dans le canton de Fribourg, par exemple. Vous avez récemment pris le mandat de gestion de la caisse de prévoyance du personnel de la ville de Fribourg. Je parle d'efficacité parce que combien coûte chaque année le deuxième pilier? Eh bien, on voit il y a une moyenne qui peut être autour des 200 francs par assuré par année. Chez vous, c'est plutôt au-dessous des 200 francs, 170, 180 francs. Fribourg, c'était plus de 300 francs. Donc là, on voit, ce qui vous intéresse aussi, c'est d'aller chercher, amener de l'efficacité, en l'occurrence pour la ville de Fribourg. Vous soulignez quelque chose d'extrêmement important. On connaît les enjeux liés à la prévoyance professionnelle. Dans le cadre de ces enjeux liés à la prévoyance professionnelle, les employés font des efforts en fonction de l'évolution de la longévité. On connaît les enjeux liés à la baisse du taux de conversion. Donc, les employés, les rentiers font des efforts. Les employeurs font des efforts pour renforcer, pour augmenter les cotisations de prévoyance professionnelle. Les opérateurs de prévoyance professionnelle, donc retraite populaire par exemple, doivent faire des efforts. Et pendant les 10 ans de responsabilité comme directeur général de retraite populaire, j'ai beaucoup mis l'accent sur le développement d'une plateforme de gestion efficiente. Vous avez mentionné l'évolution du nombre d'assurés de plusieurs dizaines de milliers. Ceci s'est fait au final avec moins de ressources. Nous avons environ 10 ressources en moins entre 2013 et 2023. Environ 350 ressources aujourd'hui. Par contre, nous avons augmenté le personnel en formation, les apprentis, les maturants. Et ceci était un élément essentiel, vraiment. Offrir une plateforme efficiente. Et c'est notamment ceci qui nous a permis de proposer une solution intéressante pour les collaborateurs, pour la caisse de pension de la ville de Fribourg. Donc une gestion de qualité, mais à un coût qui soit le plus bas possible. Qui soit le plus bas possible, exactement. Un mot de la transition que vous évoquiez déjà tout à l'heure avec Eric Niederhauser qui vous remplacera au 1er janvier de 2024. Pourquoi une transition si longue, sachant que vous côtoyez déjà depuis un long moment? Alors, l'enjeu, il y a eu un processus de sélection très rigoureux, très bien organisé en collaboration avec le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État est en fin finale l'autorité de nomination. Et dans ce cadre-là, cette candidature a été ouverte à l'interne et à l'externe. Et si le choix s'était porté sur un externe, ces 6 mois n'auraient pas été de trop, d'une part pour attendre que le collaborateur soit disponible et ensuite pour l'intégrer. Comme il se trouve que c'est un interne, cette période de 6 mois, elle est plus longue, mais elle va se passer sans difficulté puisqu'on a une grande habitude de travailler ensemble. Combien de personnes s'étaient présentées pour vous succéder? Alors, 28 dossiers ont été examinés par une commission de sélection qui était une délégation du conseil d'administration. 28, c'est beaucoup. Hein, le retraite populaire fait envie. Disons, oui, retraite populaire est une magnifique institution avec une taille très, très agréable, qui permet de réaliser des projets ambitieux, mais qui permet également d'avoir un management de proximité, puisque quasiment l'ensemble des collaborateurs sont basés sur un même lieu à Lausanne.
Et ça, c'est un immense privilège en termes de management. On terminera cette deuxième partie par quelques questions plus générales sur l'avenir du système de prévoyance. Mais avant, regardons un peu votre portefeuille, souvent le capot, si on veut, de retraite populaire. Il y a beaucoup d'immobilier. Si on cumule ce qui est direct, indirect, fin 2022, on avait à peu près 35-33% du portefeuille qui était dans de l'immobilier. Les taux remontent. Il y a l'enjeu de l'assainissement énergétique des bâtiments. Est-ce que c'est un risque d'avoir autant d'immobilier dans votre portefeuille ? Alors, l'immobilier et les prêts hypothécaires représentent à peu près un tiers des investissements pour les différentes caisses de pension que nous gérons. C'est une classe d'actifs qui a un immense avantage, c'est qu'elle est peu volatile. Donc ça, c'est son principal... Son rendement est stable, hein. Donc il y a peu de surprises, a priori, mais on n'est jamais à l'abri d'un krach. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un krach. Je ne crois pas du tout à un crash dans l'immobilier, notamment pour la raison suivante. On a une très forte pression démographique dans le canton. Vous le savez, chaque année, il y a environ 8000 nouveaux habitants dans le canton. Et en fonction de la difficulté du développement de nouveaux projets immobiliers, aujourd'hui, les taux de vacances sont extrêmement bas. On parle des logements, là. Hein. On parle des logements, ce qui est la classe principale d'investissement de retraite populaire dans l'immobilier direct. Dans ce domaine-là, pas de vacants, un patrimoine qui était construit au fil du temps, hein, depuis le début du siècle dernier, donc une classe d'actifs qui reste extrêmement intéressante. Le secteur actif est aussi concerné par la transition énergétique, comme d'autres domaines. Il y a quelques années, vous aviez été interpellé par Extinction Rebellion, qui demandait de mieux tenir compte de cette transition. Vous aviez annoncé vouloir établir des objectifs de réduction d'intensité de carbone. C'était évoqué dans la GFI en 2020. Aujourd'hui, vous en êtes où et où est-ce que vous allez ? Donc, des objectifs ont été définis pour chaque conseil, par chaque conseil d'administration, par chaque conseil de fondation. Ces pour objectifs, différentes caisses que vous gérez, quoi. Exact. Parce qu'il n'y a pas que celle du canton de Vaud que j'ai mentionné. Tout à fait. Pour chacune de ces caisses, des objectifs. Maintenant, en termes d'atteinte de ces objectifs, dans les classes d'immobilier direct, aujourd'hui, nous avons décidé, sous l'impulsion notamment du conseil d'administration de la caisse de pension de l'État de Vaud, de renforcer les équipes de rénovation et de les doubler, de manière à accélérer le processus de rénovation des immeubles que nous gérons, puisque nous gérons plus de 600 immeubles. L'enjeu par rapport à ceci, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu financier, à savoir comment financer cette rénovation, sachant qu'il est difficile de reporter ces coûts sur les locataires. Ça coûtera combien cette rénovation ? Vous avez un ordre de grandeur ? C'est à peu près 70 millions par année qui sont consacrés à des projets de rénovation sur l'ensemble du parc. Donc, premier enjeu, des investissements importants, et tout en assurant la rentabilité de ce parc immobilier. Et puis, deuxième enjeu, alors qu'il y a un enjeu plus général, pas seulement pour retraite populaire, c'est de trouver des ressources pour réaliser ces projets de rénovation. Parce qu'on est tous à la recherche de ressources compétentes, que ce soit pas financières, mais c'est de réaliser d'architectes, d'ingénieurs et d'ouvriers pour poser les panneaux solaires, par exemple. Ce que vous dites, ce n'est pas les ressources financières qui manquent, mais c'est la capacité à les déployer. C'est vraiment un enjeu de capacité actuellement. Un parc immobilier un jour dans un métavers, vous y pensez ? Non, disons, il y a de nombreux projets, de nombreux progrès dans l'immobilier, dans le développement de nouveaux plans de quartier, de manière à mieux modéliser les projets. Mais aujourd'hui, les vrais enjeux, surtout les projets qui prennent du temps de développement, c'est les enjeux du cadre juridique. Donc, si on arrive à mettre le système juridique dans un métavers, ça peut être une piste intéressante. Plus sérieusement, des cryptos dans votre portefeuille un jour ? Crypto-monnaie. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
pour ces prochaines années, je ne le pense pas. C'est des produits extrêmement volatiles, extrêmement variables, et les caisses de pension de manière générale n'apprécient pas beaucoup la volatilité. Dernière question sur l'avenir du deuxième pilier. Vous allez prendre votre retraite, mais la prévoyance vous survivra-t-elle? Il y a un grand défi de réforme du deuxième pilier. Vous avez évoqué le problème de l'âge du taux de conversion, qui permet de déterminer la rente perçue chaque année. L'âge de la retraite fait débat. L'allongement de l'espérance de vie est à prendre en compte. Il y a un déséquilibre démographique. Vous avez une solution? Vous pensez qu'on pourrait, si on fait abstraction des contraintes politiques, on pourrait maintenir ce système? En réalité, aujourd'hui, les caisses de pension font abstraction des contraintes politiques, puisqu'au niveau politique, l'évolution du deuxième pilier est bloquée et est à l'arrêt depuis bientôt 20 ans. Il n'y a pas eu d'évolution majeure du deuxième pilier. Mais néanmoins, les caisses de pension s'adaptent à l'évolution du monde de travail. Je suis convaincu que les caisses de pension vont continuer de s'adapter au monde du travail, aux enjeux liés au temps partiel, aux interruptions de carrière au cours de la vie. Donc le deuxième pilier sait s'adapter malgré l'inertie politique. Philippe Daufet, le travail, c'est la santé, ne rien faire, c'est la conserver. Vous êtes d'accord avec Henri Salvador? Avec la première partie. ChatGPT, est-ce que c'est l'innovation que vous auriez aimé pouvoir utiliser au travail? Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. L'inflation, c'est l'euthanasie des rentiers, disait Keynes, d'accord? C'est un risque important et c'est vrai que la prévoyance professionnelle doit prendre cet enjeu en compte ces prochaines années. Le plus important dans un marathon, c'est le mental ou le physique? Le mental, je pense. Merci beaucoup, Philippe Daufet, Avec plaisir. pour votre Merci. présence sur le plateau de B2B. Merci, Frédéric. Merci Vincent. On vous dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. C'était B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.